Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire du département de recherche droit et transformation sociale. Je suis ravi de vous accueillir et vous souhaiter en même temps une excellente année 2024. On est ravi de vous accueillir avec Clémence et tous les participants à ce webinaire qui est déjà le 12e webinaire du département droit et transformation sociale et le troisième de la saison 2023-2024. On est ravis. Alors pour ceux qui n'ont jamais assisté à ce webinaire, vous êtes très nombreux ce soir. Les webinaires ont été mis en place par le département de recherche, sous l'impulsion d'ailleurs de Clémence Boineau. L'intérêt de ces webinaires, c'est de rassembler des spécialistes sur un sujet d'actualité et sur un sujet sur lequel il y a évidemment des débats là aussi d'actualité, des difficultés peut-être. Euh, J'oserais dire que pour le 1er de janvier 2024, on a choisi un sujet qui peut paraître comme ça un peu effrayant. Il l'est assurément, et notamment le titre qui a été choisi, La guerre nucléaire aura-t-elle lieu? Nous avons, et Clémence vous présentera tous les spécialistes qui vont pouvoir vous donner des éclairages et puis échanger avec vous à travers des questions et des réponses. Mais avant toute chose, il est vrai que le choix s'est un peu imposé dans ce contexte actuel où évidemment les incertitudes sont nombreuses sur le plan international. On pourrait presque dire que au quotidien, les menaces de guerre, si ce n'est de guerre nucléaire, sont brandies par différents protagonistes des différents conflits qui existent à travers le monde. Nos spécialistes nous parleront sans doute des différentes menaces qui existent. On a entendu il n'y a pas encore longtemps que des missiles pouvaient survoler des pays de l'OTAN, alors peut-être sans charge nucléaire, mais avec beaucoup d'inquiétudes de part et d'autre des frontières. Dès lors, nous aurons plusieurs témoignages, en tout cas plusieurs approches, et nous pourrons ensuite échanger avec des questions et des réponses. Et Clémence va vous expliquer précisément comment les choses vont se dérouler. Et en tout cas, je vous souhaite un très bon webinaire à tous et je suis ravi de vous accueillir pour le département droit et transformation sociale. Bonne soirée à tous, bon webinaire. Merci beaucoup Alain pour cette introduction. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Et comme l'a dit Alain, bienvenue à ce 12e webinaire citoyen organisé par le département droit et transformation sociale. Donc, le thème de ce soir sera la guerre nucléaire aura-t-elle lieu? Donc, je vous propose de commencer par un petit rappel historique, très bref, je vous rassure, de l'arme nucléaire. Donc, l'idée d'utiliser l'énergie atomique est évoquée dès les années 20. Et c'est avec le projet Manhattan, qui a été lancé suite à l'attaque de la base américaine de Pearl Harbor le 7 décembre 1941 par les forces aéronavales japonaises, que tout cela devient concret. Donc, ce projet Manhattan avait pour but de développer la première bombe nucléaire, et nous savons tous que cet objectif a malheureusement été atteint, car il a donné lieu au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, respectivement le 6 et le 9 août 1945. Alors, beaucoup d'entre vous ont vu le film Oppenheimer qui est sorti cet été et qui retrace cette histoire en s'intéressant plus particulièrement à l'une des figures scientifiques qui a travaillé sur ce projet. Donc, l'Union soviétique s'est elle aussi dotée de l'arme nucléaire en 1949. Ainsi, les deux grands blocs qui se mettent en place, l'Ouest avec les États-Unis et ses alliés et l'Est avec l'URSS et ses alliés, vont voir leur confrontation se dérouler à l'ombre des armes nucléaires. C'est la période de la guerre froide. Le climat de tension et de défiance entre les pays détenteurs a atteint son paroxysme avec la crise des missiles de Cuba en octobre 1962, où le monde a cru disparaître. Afin d'éviter que cette situation se reproduise, la quasi-totalité des pays du monde ont conclu et signé en 1968 le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires qui repose sur 3 engagements: la non-prolifération, la coopération et le désarmement. Ce traité, est encore en vigueur de nos jours. La guerre froide s'est terminée en 1991 après la dislocation du bloc de l'Est.
Cependant, cette peur de l'arme nucléaire est revenue au cœur de l'actualité il y a presque 2 ans, avec le début de la guerre en Ukraine et l'agitation de la menace nucléaire par la Russie. Aujourd'hui, 9 pays sont équipés d'un arsenal nucléaire. Outre les 5 historiques, les États-Unis, la Russie, qui possèdent d'ailleurs la majorité des stocks mondiaux, la Chine, la France et le Royaume-Uni, 4 autres pays, qui sont l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord, se sont donc eux aussi dotés de cette arme. La stratégie d'utilisation repose sur la dissuasion, c'est-à-dire, et là je vais citer Héloïse Fayet, une de nos intervenantes à l'occasion d'une interview sur France Info, c'est empêcher un adversaire de faire quelque chose qu'on ne veut pas qu'il fasse en le persuadant qu'il va subir la même quantité, voire plus de dégâts qu'il va nous infliger. Donc la question de l'armement nucléaire est l'objet de débats passionnés et parfois déraisonnés. Nous vous proposons ce soir de démêler le vrai du faux en revenant et définissant des concepts importants tels que la dissuasion et la crédibilité, et en abordant les actualités prospectives de l'armement nucléaire. Ce sujet a été proposé, et je l'en remercie, par Monsieur Adrien Chu, qui est maître de conférence en sciences politiques à l'Institut de recherche Montesquieu de l'Université de Bordeaux. Pour l'accompagner, nous aurons le plaisir d'écouter également Monsieur Julien Ancelin, maître de conférence en droit public au LADI à l'Université Côte d'Azur, le colonel Amaury Colcombé, officier de l'armée de l'air et de l'espace, mais aussi doctorant en sciences politiques, et enfin, celle que j'ai déjà citée précédemment, Madame Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales, c'est-à-dire l'IFRI. Ainsi, dans un premier temps, nos intervenants introduiront les concepts et feront quelques rappels théoriques, puis dans un second temps, ils aborderont les actualités et étudieront les évolutions en cours de ce sujet. Donc pour le public présent, vous pouvez poser vos questions tout au long des interventions de nos intervenants dans l'onglet questions et réponses qui est situé juste en bas de l'interface. Donc n'hésitez pas à le faire tout au long des discussions. Nous y reviendrons ensuite après les interventions de chacun. Donc Adrien, je te passe la parole. Bonsoir et merci. Alors, je tenais tout d'abord à remercier très chaleureusement les intervenants qui ont accepté de se joindre à nous ce soir. Et puis, je tenais à remercier aussi le département droit et transformation sociale et tout particulièrement Clémence Boineau qui pilote l'organisation de ce webinaire depuis qu'on a commencé à y réfléchir il y a quelques mois. Alors, pour commencer, on voulait, pour cadrer le sujet, faire un petit rappel un petit peu sur ce que sont les armes nucléaires, sur ce qui fait leur spécificité et sur la raison pour laquelle on considère aujourd'hui que leur introduction à partir de 1945 a concrétisé une révolution sur la politique internationale, une révolution en termes donc de politique mondiale. Alors, je vais me charger de cette petite partie initiale. Les armes nucléaires, donc, qu'est-ce qui les caractérise et qu'est-ce qui les différencie par rapport aux armes conventionnelles? Euh, un facteur simple, c'est leur puissance de destruction. Les armes nucléaires, c'est une catégorie qui est extrêmement hétérogène. On a des armes nucléaires de faible puissance, entre guillemets, et de très forte puissance. Néanmoins, ce qui les caractérise, en simplifiant, en généralisant, c'est une capacité de destruction qui est sans commune mesure par rapport aux armes qui précédaient les armes nucléaires, donc par rapport aux armes conventionnelles. Je voulais illustrer cette différence avec un petit graphique, si vous me permettez. C'est un tableau qui vous présente ici la puissance de destruction de certaines armes exprimées donc en équivalent de TNT. C'est la mesure qu'on retient pour exprimer la puissance, la quantité d'énergie qui va être dégagée par l'explosion. Vous avez donc dans la colonne de gauche un certain nombre d'armes. La première qui est listée, c'est la plus grosse arme conventionnelle jamais inventée, jamais utilisée. Elle a été utilisée une fois par les États-Unis en Afghanistan sous l'administration Trump. Cette plus grosse arme conventionnelle jamais inventée, elle a une puissance de destruction qui est donc de 0,011 kilotonnes de TNT. Vous avez ensuite des armes nucléaires. Je vous ai mis ici la puissance de destruction de la plus petite arme nucléaire dans l'arsenal américain, la B-61. Vous avez en dessous les deux armes nucléaires qui ont été utilisées, comme l'a rappelé Clémence tout à l'heure, au Japon en 1945, à Hiroshima puis Nagasaki. Et vous avez enfin, en bas du tableau, les deux têtes nucléaires qui équipent les deux composants de la dissuasion nucléaire française.
la tête nucléaire océanique, donc qui équipe les missiles à bord des sous-marins français, et la tête nucléaire aéroportée, qui équipe les missiles de croisière, donc des avions des Rafales. Ce qui est frappant dans ce tableau, c'est de voir que, dès qu'on passe de cette plus grosse arme conventionnelle au nucléaire, on a déjà une rupture qui émerge en termes de puissance destructive. La plus petite arme nucléaire aujourd'hui dans l'arsenal américain, elle est 27 fois plus puissante que la plus grosse arme conventionnelle jamais inventée. Si on en vient aux armes utilisées au Japon, donc, qui faisaient respectivement 15 et 21 kilotonnes de TNT, elles sont, vous le voyez dans la colonne de droite, 1300 ou 1900 fois plus puissantes que la plus grosse bombe conventionnelle jamais inventée. Pour ce qui est des armes qui équipent aujourd'hui les missiles français, on a, pour la composante océanique, une arme qui a une puissance de destruction 9000 fois supérieure à la plus grosse bombe conventionnelle jamais inventée. Et pour ce qui est de la tête nucléaire aéroportée, dans sa variante la plus forte, la plus puissante, on a une puissance de destruction qui est 27 000 fois plus grande que la plus large bombe conventionnelle jamais inventée. Donc ça permet de mettre en perspective et de voir que l'introduction du nucléaire, l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins militaires, donc, a permis de libérer une quantité de puissance destructrice qui est absolument sans commune mesure par rapport à ce dont on était capable de faire auparavant avec les armes conventionnelles. Alors, ces données, elles sont néanmoins pas très parlantes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On a vu à travers les images de la guerre en Ukraine les capacités de destruction des armes conventionnelles, c'est-à-dire que un missile conventionnel, ça peut endommager un bâtiment, ça peut faire des dégâts pour un bloc d'immeuble, possiblement. Mais on voit quand même qu'il faut que les dégâts sont conséquents mais relativement limités et qu'il faut une quantité d'armement et une quantité de bombardement soutenue dans le temps pour causer des dégâts d'ampleur. Une arme nucléaire est capable de causer des dégâts extrêmement importants. Une seule arme nucléaire est capable de causer des dégâts extrêmement importants, comme va l'illustrer la carte que vous avez maintenant devant vous. C'est une simulation d'explosion nucléaire avec un site internet qui est conçu pour ça, qui s'appelle NukeMap. Vous pouvez le retrouver assez facilement sur internet. Il vous permet de tester donc les effets d'une explosion nucléaire au-dessus du lieu de votre choix. Moi, en l'occurrence, j'ai choisi Bordeaux comme le webinaire est organisé par l'Université de Bordeaux. Et vous pouvez choisir la puissance de destruction de cette arme que vous faites détonner au-dessus du lieu de votre choix. Là, j'ai choisi une arme qui est en milieu de gamme aujourd'hui dans la taille des arsenaux nucléaires des États, donc une arme de 100 kilotonnes en équivalent de TNT, et une explosion qui est une explosion en altitude. Vous pouvez faire exploser en fait une arme nucléaire soit au ras du sol, soit en altitude. Une explosion en altitude a pour effet d'augmenter l'effet destructeur au sol. Donc là, en l'occurrence, c'est une explosion donc, à 1450 mètres d'altitude au-dessus de Bordeaux. Vous avez différents cercles concentriques qui montrent les effets de cette explosion nucléaire. Le premier effet que vous avez au cœur, un petit cercle jaune, c'est la boule de feu qui va être produite par cette explosion nucléaire. Vous avez ensuite en vert la zone dans laquelle les radiations qui vont être émises par cette explosion vont être d'une dose tellement importante qu'elle va être létale. Vous avez ensuite un cercle gris foncé qui représente l'effet de souffle, et en l'occurrence la zone d'effet de souffle dans laquelle il est probable que l'ensemble des habitations soit détruite, l'ensemble des constructions soit détruite, et de facto une zone dans laquelle le taux de survie est probablement extrêmement faible pour les humains. Vous avez ensuite un cercle orange qui correspond à la zone dans laquelle l'effet de chaleur qui sera ressenti du fait de l'explosion va causer des brûlures extrêmement importantes, potentiellement létales. Et puis enfin, vous avez un cercle élargi plus gris qui correspond donc à une zone dans laquelle on va avoir un effet de souffle, et en fonction donc de la manière dont les habitations ont pu être construites, celles-ci vont être plus ou moins endommagées, mais c'est une zone dans laquelle la létalité sera déjà plus faible. Cette explosion au-dessus de Bordeaux, si vous connaissez un petit peu la géographie de la ville, vous voyez qu'elle détruit l'intégralité du centre de Bordeaux
jusqu'aux villes qui sont adjacentes en périphérie de Bordeaux. C'est une destruction qui fait un nombre de victimes estimé à peu près 300 000, 110 000 morts et 200 000 blessés. Vous avez là donc les effets d'une seule explosion nucléaire, et je le redis, d'une arme qui est voilà, en milieu de gamme en termes de puissance de destruction dans l'arsenal des États. Donc, avec ces armes nucléaires, on est capable de détruire, de raser une ville. Une seule arme est capable de raser une ville, de causer plusieurs centaines de victimes. Et évidemment, les États dotés vont avoir un certain nombre d'armes nucléaires dans leur arsenal et vont donc être capables de cibler une multitude de villes, donc de faire peser une menace sur les autres États qui est littéralement existentielle. Quelques armes nucléaires peuvent détruire, peuvent causer la mort de centaines de milliers, de millions de personnes. Cette première invention, donc, qui porte sur l'effet destructeur des armes, est accentuée par une deuxième évolution technologique qui va émerger un tout petit peu plus tard, en l'occurrence en 1957, avec l'envoi de Sputnik, premier satellite artificiel. Cette deuxième évolution technologique, c'est l'invention du missile balistique à portée intercontinentale qui va permettre de transporter des têtes nucléaires, de les transporter donc jusqu'à leur cible, en parcourant une distance extrêmement importante, donc une distance intercontinentale, et en parcourant cette distance avec une vitesse extraordinairement élevée. Vous avez la possibilité, depuis le territoire américain, de frapper directement avec ces missiles le territoire russe, le territoire chinois, et inversement. Et quand je vous disais que ces missiles sont extraordinairement rapides, le temps qu'ils vont mettre pour parcourir cette distance se compte en une vingtaine de minutes, à peu près. Donc, vous lancez une attaque, une vingtaine de minutes plus tard, cette attaque se produit et peut causer, donc, comme on l'a vu, des destructions extrêmement importantes. La combinaison de ces deux ruptures technologiques, l'invention de la bombe nucléaire à proprement parler, puis après le fait de placer ces armes nucléaires sur les missiles balistiques à portée intercontinentale, est un facteur de révolution. Pourquoi c'est un facteur de révolution? Parce que désormais, face à un État doté, quand vous interagissez avec cet État doté d'armes nucléaires, eh bien cet État fait peser sur vous une menace qui est une menace existentielle. Il est capable de vous infliger des dégâts qui sont tout simplement inacceptables, un niveau de destruction qui est même impensable en réalité. Et donc, quand vous interagissez avec un État doté, il faut tenir compte de ce potentiel, et l'idée qui en découle, c'est que ça va réduire la liberté d'action des États qui interagissent avec des États dotés. Vous ne pouvez plus attaquer un État doté parce que, en retour, la crainte que celui-ci réplique au moyen d'armes nucléaires et vous inflige des dégâts immenses, cette crainte est trop forte. Et donc, on a ici l'effet qui est qualifié de révolutionnaire dans la littérature. Face à un État doté, la force armée n'est plus un moyen d'action sur la scène internationale. Vous ne pouvez plus recourir à la force contre un État doté au risque d'être anéanti en retour. Merci beaucoup, Adrien, pour cette petite introduction. Donc, je vais passer tout de suite la parole au colonel Amaury Colcombé. Oui, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis très heureux de pouvoir partager avec le public de ce webinaire citoyen autour de ce sujet à la fois complexe, débattu, intriguant et surtout passionnant. Bon, je rajouterai à ma petite présentation préliminaire que j'ai eu l'occasion de servir dans les forces aériennes stratégiques, c'est-à-dire la composante de l'armée de l'air qui met en œuvre la dissuasion nucléaire. Et j'en ai tiré un livre que j'ai écrit avec le patron de cette force qui s'appelait le général Maigret, qui s'appelle Opération Poker. Voilà pour mes crédences. Et merci à l'Université de Bordeaux pour cette invitation. Donc j'ai la difficile mission d'introduire ce concept de dissuasion nucléaire que Adrien vous a fait toucher du doigt en 15 minutes. Adrien vous a parlé de l'arme nucléaire. Derrière, la question c'est comment est-ce qu'on s'en sert ou comment est-ce qu'on ne s'en sert pas. Ça demande un vrai effort de synthèse de faire ce travail d'introduction parce que le sujet est vraiment complexe et qu'il est nécessaire pour vraiment l'appréhender dans sa globalité de l'aborder en fait sous de nombreux angles.
D'abord, l'angle historique, l'angle doctrinal, l'angle philosophique, politique et diplomatique, technologique et opérationnel. Pour entrer dans cette démarche de compréhension, qui est un préalable indispensable à la discussion, je voudrais d'abord vous inviter à adopter un point de vue qui soit très objectif. Parce que quand on aborde ce sujet de la dissuasion, on a instinctivement tous envie de se positionner très rapidement, en fait, sur un certain nombre de questions. Est-ce que c'est bien, d'abord, ou est-ce que c'est mal, la dissuasion nucléaire? Est-ce que c'est légitime ou est-ce que c'est illégitime? Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que notre doctrine est bonne ou est-ce qu'elle est défaillante? Et celle des autres, c'est pareil. Donc, mais avant de répondre à ces questions, je crois qu'il est important de bien comprendre ce qu'est la dissuasion. Et ce qu'elle est différent selon les pays qui ont une dissuasion nucléaire. Pour certains de ces pays, cette dissuasion nucléaire est une garantie d'impunité ou alors de survie d'un régime. On peut par exemple penser à la Corée du Nord. Pour d'autres, elle est devenue une manière de garantir une liberté d'action. On peut penser à la Fédération de Russie en ce moment. Pour d'autres encore, elle est une garantie de suprématie. Moi, je vais vous parler du cas de la France. Pour la France, la dissuasion nucléaire, c'est, entre guillemets, juin 40, plus jamais ça. Quand on dit que la dissuasion nucléaire protège nos intérêts vitaux, c'est ça que ça veut dire. Éviter d'être à nouveau, comme 3 fois dans notre passé des 150 dernières années, envahis sur notre sol à la suite d'une surprise stratégique, en l'occurrence pour juin 40, et en quelque sorte anéantis en tant que nation libre de son destin. Ce que la dissuasion veut être dépend donc de tout un tas de facteurs qui sont liés à l'histoire et à la géographie de chaque nation. Et du rôle que l'on assigne à la dissuasion dépend la manière dont on la fait très concrètement, c'est-à-dire la doctrine, et donc notamment l'articulation des forces nucléaires avec les forces conventionnelles, qui est un sujet très complexe, la technologie et les forces chargées de la mise en œuvre de cette dissuasion. Ça dépend de ce qu'on veut faire en fait avec la dissuasion. Parmi tout ce que je viens de vous dire qui est très mouvant et très variable, il y a un concept qui est invariant et qui fonctionne tout le temps en tant que concept, et qui d'ailleurs ne fonctionne même pas quand on parle de dissuasion nucléaire, mais quand on parle de dissuasion tout court, y compris si vous éduquez vos enfants, vous aurez sans doute envie de les dissuader, eh bien, il faudra avoir à réfléchir sur ce concept central qui détermine l'efficacité d'une stratégie donc de dissuasion, quelle qu'elle soit, et ce concept, c'est la crédibilité. C'est en examinant la crédibilité des positions des uns et des autres qu'on peut analyser les interactions entre les acteurs de la scène internationale en matière, dès lors qu'il y a un enjeu ou un sujet de dissuasion nucléaire. Voilà. Quand on veut regarder un petit peu ce qui se passe, notamment aujourd'hui en Ukraine, eh bien, il faut analyser la position des différents acteurs, qu'ils soient belligérants comme l'Ukraine et la Russie, mais aussi non belligérants, comme la France, les États-Unis, l'OTAN, etc. Il faut regarder ça avec le prisme de la crédibilité. Qu'est-ce qui est crédible, qu'est-ce qui est crédible de dire, qu'est-ce qu'il est crédible de faire, et voilà. Et à partir de là, vous comprenez, vous avez une autre clé de lecture de cette situation. Cette crédibilité, elle est le produit de plusieurs paramètres. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, toujours vrai, y compris dans la dissuasion, on va dire, conventionnelle et même non militaire. Donc, c'est d'abord l'enjeu. Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre, en fait, comme but avec votre dissuasion? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou est-ce que c'est quelque chose qui vous tient un peu à cœur? Ça va jouer dans ce que va estimer votre potentiel adversaire ou votre potentiel interlocuteur, d'accord? La capacité à agir, est-ce que vous êtes en fait paralysé ou est-ce que vous pouvez agir? Et en l'occurrence, pour la dissuasion nucléaire, c'est de produire des dommages chez un adversaire. Et puis la nature de ces dommages infligés à l'adversaire au regard de lui, ses propres enjeux vis-à-vis de l'objet de la confrontation. Si en fait pour lui ça compte pas beaucoup, en fait un petit dommage va vite le dissuader.
Hein, la menace d'un petit dommage va vite le dissuader parce que finalement ça ne compte pas beaucoup aussi. C'est quelque chose qui est très important pour lui. Vous comprenez aisément qu'il va falloir insister sur ces dommages. Donc je vais maintenant expliciter cette définition qui est assez conceptuelle en vous disant que dans la pratique, la crédibilité, en fait, elle est de 3 natures. La première nature de cette crédibilité, c'est la nature politique. L'affirmation du politique, de sa détermination, qui est en France symbolisée par exemple par le fait que tous les présidents de la Ve République ont prononcé un discours important et dédié à la dissuasion nucléaire. Ces discours constituent en fait tout simplement en France l'aspect doctrinal de notre dissuasion. On n'a pas de documents doctrinaux autres que les discours des présidents de la République. La deuxième nature de cette crédibilité, c'est la nature technologique. C'est le résultat du travail de la Délégation générale à l'armement, de nos industriels de défense, du commissariat à l'énergie atomique, qui parviennent à produire des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, avec des missiles balistiques dont vous a parlé un petit peu Adrien, d'un côté, et puis de l'autre, des avions de combat modernes, en l'occurrence les Rafale B, et des missiles air-sol moyenne portée améliorée, et puis demain, un air-sol de 4e génération. Et enfin, la troisième nature de la crédibilité, c'est la nature militaire. Donc, la nature militaire, c'est la capacité démontrée au quotidien des forces nucléaires, donc les forces océaniques stratégiques en France et les forces aériennes stratégiques, d'opérer et d'atteindre des cibles dans des environnements qui sont évidemment, bien entendu, vu la nature de l'enjeu, très fortement défendus. À présent que j'ai brossé à très gros traits les caractéristiques universelles d'une stratégie de dissuasion, laissez-moi maintenant vous illustrer ça avec notre dissuasion nationale, nous les Français, de notre politique nationale de dissuasion. En France, et donc là je quitte le domaine universel pour s'appliquer vraiment à notre cas français, notre crédibilité politique, technologique et militaire repose sur 5 concepts clés qui font notre originalité. On ne peut pas en dire autant, ce n'est pas la même chose, je répète, quand on regarde la dissuasion russe ou américaine. Ces 5 concepts clés sont les intérêts vitaux, les dommages absolument inacceptables, la permanence, l'indépendance nationale et la stricte suffisance. Les intérêts vitaux, je vous l'ai déjà dit, c'est en cela que notre dissuasion peut vraiment différer de celle des autres pays. Nous ne disons pas, nous les Français, à un adversaire que nous l'emporterons toujours sur lui. Notre dissuasion ne couvre pas non plus tous les cas d'engagement de nos forces et ne nous aide pas notamment à faire face à des menaces de type terrorisme. Elle ne sert pas à tout, notre dissuasion. Elle ne dit pas, nous n'avons pas une stratégie de victoire. On ne dit pas, quel que soit le niveau d'engagement contre nous, eh bien, nous l'emporterons et vous perdrez. Ce n'est pas ça qu'on dit. Mais notre stratégie de dissuasion, elle nous prémunit contre une escalade, contre un adversaire qui lui-même serait doté d'armes nucléaires, par exemple. D'accord ? Voilà. Ensuite, le deuxième point, le deuxième concept clé, ce sont les dommages absolument inacceptables. Ils viennent en fait décourager un adversaire en lui faisant comprendre que pour lui, le jeu n'en vaut pas la chandelle. La nature de ces dommages, donc il y a toujours dans toute notre doctrine eu cette notion de dommages absolument inacceptables, mais leur nature a évolué avec le temps. Par exemple, aujourd'hui, c'est plus en fait crédible. Là, on n'est pas dans le domaine de l'émotion, en fait, on est dans le domaine de la crédibilité. C'est pas crédible aujourd'hui de menacer un adversaire en fait de 40 millions de morts, comme au temps de la guerre froide. Au temps de la guerre froide, c'était ça. C'était voilà, on dissuadait en fait l'Union soviétique, et pour la dissuader, ceux qui avaient mis la dissuasion nucléaire sur les fonds baptismaux pensaient, notamment le général de Gaulle, qui pensait qu'il fallait pouvoir être en mesure d'infliger 40 millions de morts à l'Union soviétique pour la dissuader. Ça faisait à peu près la population française. Et aujourd'hui, est-ce que c'est crédible qu'un président comme le président Macron d'environ 45 ans, qui n'a pas connu vraiment la guerre froide en tant qu'homme politique, et ça serait crédible qu'il menace de 40 millions de morts quelqu'un, ne serait-ce que pour sauvegarder l'idée d'une nation française libre et indépendante. Non, c'est pas crédible. C'est pas une question de bon sentiment. Voilà, c'est pas crédible. Et donc, on a changé au fur et à mesure des années la nature de ces dommages absolument inacceptables. C'est la raison pour laquelle notre dissuasion vise en fait aujourd'hui des centres de pouvoir et non plus des populations. Ce qui implique, je vais donner rapidement ce tout petit exemple, ce qui implique que sur le plan technologique, on soit capable de maîtriser un petit peu les effets. Ce n'est pas une question de faire devenir une arme nucléaire, de la faire devenir une arme conventionnelle, mais il faut qu'on puisse quand même maîtriser un certain nombre d'effets
dont vous a parlé un peu Adrien, pour pouvoir montrer que notre dissuasion, elle fera peser des dommages absolument inacceptables sur les centres de pouvoir. Et je n'ai pas dit, je ne dis pas que la dissuasion sera une arme, on va dire, indolore pour les populations. Ce ne sera pas le cas, puisque c'est une arme d'une autre nature. Le troisième concept clé, c'est la permanence, dans laquelle la crédibilité n'est pas totale, car nous serions vulnérables, bien sûr, à une attaque surprise. Et ça se traduit par le haut niveau d'alerte tenu par les forces nucléaires, que ce soit les forces sous-marines ou les forces aériennes stratégiques. Quatrième concept, l'indépendance nationale, dont l'exigence peut être raccrochée à l'expérience amère pour les Françaises et les Britanniques de la crise de Suez de 1956, l'idée que nous ne dépendons de personne pour assurer notre propre survie, ça nous confère une véritable autonomie d'appréciation dans toutes les situations internationales. Enfin, cinquième concept, et pas des moindres, c'est celui de la stricte suffisance. Comme nous ne disons pas à l'adversaire que nous gagnerions systématiquement à un échange nucléaire, il n'est pas besoin pour nous de dimensionner notre arsenal sur son propre arsenal. Il nous suffit, nous, d'un arsenal capable d'infliger des dommages absolument inacceptables, étant entendu que lors d'une frappe, bien sûr, l'adversaire se défendrait et qu'un certain nombre de missiles n'atteindraient pas leur but. Et donc, il faut faire un calcul d'attrition de nos forces et qui nous permet de dimensionner nos forces nucléaires aujourd'hui en France à 300 têtes nucléaires. Cet élément de la doctrine garantit l'absence d'escalade des armements, en tout cas de notre part, et le bon équilibre entre les forces conventionnelles et les forces nucléaires, puisque nous pouvons ainsi consacrer une grande partie de nos efforts, la majeure partie de nos efforts, en fait, à bâtir nos forces conventionnelles. Quand je dis nos efforts, c'est nos efforts financiers, et les forces conventionnelles qui soient elles-mêmes crédibles face aux menaces qui sont différentes qu'elles pourraient avoir à affronter, et puis ça nous permet aussi de respecter nos engagements sur le plan du droit international. Alors, avant de céder la parole, je pense avoir fait un peu un tour panoramique de la dissuasion et de nos concepts. Avant de céder la parole à Adrien, après Adrien, c'est l'orateur suivant. Je voudrais, voilà, merci beaucoup. Je voudrais ajouter une remarque. Comme le cœur, donc universel, de la dissuasion et la crédibilité, la teneur de tout discours sur la dissuasion, que ce discours soit celui que je tiens devant vous, ou celui d'un responsable politique, ou encore une doctrine, ce discours est nécessairement teinté de détermination et peut donc donner le sentiment d'un discours agressif du type docteur Folamour, un peu va-t-en-guerre et parfois tellement décomplexé par rapport à la nature de l'objet nucléaire qui peut en sembler un peu irresponsable, voire immoral. Et c'est en particulier le cas des doctrines de riposte graduée qui envisagent en fait une continuité totale entre les forces conventionnelles et les forces nucléaires. On parle aussi de doctrine d'emploi, et ça peut faire peur quand on entend ces mots-là. Alors déjà, ça peut faire peur quand on parle de dissuasion, mais vous comprenez bien que derrière, vous comprenez les enjeux. Alors ces doctrines, la nôtre, mais également les doctrines qui sont donc de riposte graduée et doctrine d'emploi, alors la nôtre non, pardon, les doctrines de riposte graduée et les doctrines d'emploi, elles prévoient souvent donc l'existence d'armes nucléaires tactiques qui seraient utilisées sur le champ de bataille et donc positionnées non plus dans l'arsenal estampillé dissuasion, mais dans l'arsenal des forces conventionnelles. Et ça fait peur. C'est d'ailleurs le but. Bon, une fois que j'ai dit tout ça, moi j'ai la conviction étayée par l'expérience que lorsqu'on parle d'armes nucléaires, par la nature même de ces armes, et par l'escalade qui suivrait directement leur emploi, y compris leur emploi tactique, en fait on reste en réalité dans le registre de la dissuasion. Et que ces doctrines sont, encore une fois, une manière d'affirmer une crédibilité, la crédibilité d'une position politique. Et en réalité, personne n'a envie, pas plus ici qu'ailleurs en réalité, malgré les rodomontades, etc., d'employer de telles armes, car tout le monde est bien conscient de l'engrenage qui s'en suivrait. Donc n'oublions pas qu'une doctrine est avant tout un discours qui fait partie de l'affirmation d'une crédibilité au service de l'efficacité de la dissuasion. Et la dissuasion est en définitive une arme au service, sauf détournement bien sûr, au service de la stabilité, dont la vocation intrinsèque est, sinon la paix, du moins cette stabilité en prévenant l'escalade. Et c'est finalement ce que nous constatons en particulier jusqu'à présent sur le front ukrainien. Je conclurai cette brève introduction en disant que ce qui compte quand on travaille sur la dissuasion, c'est la vision de long terme. Est-ce que vous avez la certitude que le monde sera plus sûr dans 20 ans? La réponse à cette question
réponse évidente, puisqu'on pose une question d'incertitude sur l'avenir, engage en fait la responsabilité de celui qui est celle qui incombe en fait à travers notre héritage à toute nation nucléaire. Voilà, et je vais céder la parole à l'orateur prochain en attendant de répondre à vos questions. Merci beaucoup, colonel. C'était parfait en termes de timing. Donc, le prochain intervenant est en effet Monsieur Ancelin. Merci. Je souhaite, avant de parler un peu de droit international et de la façon dont les normes internationales se saisissent de l'arme nucléaire, je souhaiterais remercier d'abord le département d'Aix pour son invitation et également Adrien Chu, avec lequel j'ai toujours beaucoup de plaisir à croiser les vues sur les questions d'arms control, de maîtrise des armements et de désarmement. Alors, la tâche qui m'a été proposée, c'est d'évoquer sous l'angle du droit international public la façon dont on peut se saisir de l'arme nucléaire et d'essayer de voir quelles sont les normes qui organisent, structurent la prolifération et la menace ou l'emploi de l'arme nucléaire. Je souhaiterais commencer en citant un extrait d'une déclaration individuelle qui avait été jointe à l'avis de la Cour internationale de justice sur la licéité de la menace ou de l'emploi de l'arme nucléaire en 1995. Et le président de la Cour, Mohamed Bedjaoui, avait déclaré qu'avec l'arme nucléaire, l'humanité était comme en sursis. Et je trouve que cette citation, elle trouve un certain nombre d'échos avec l'évolution des normes internationales dans ce domaine. L'arme nucléaire, c'est un objet qui a été capté par le droit international dans différentes directions, à la fois sous l'angle de la gestion de la prolifération, et on le verra brièvement avec le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Et puis d'un autre côté, ça a été aussi envisagé sous l'angle de la menace ou de l'emploi de l'arme nucléaire, c'est-à-dire la façon dont le droit pourrait éviter ou prohiber le recours à ce type d'armement. Avant d'évoquer ces deux dimensions principales du droit international, un mot de terminologie pour vous dire que l'arme nucléaire appartient à la catégorie des armes de destruction massive. Il y a assez peu de débats de ce point de vue. Une arme de destruction massive, c'est quoi? Si je prends la définition de l'Institut du droit international, parce qu'on n'a pas de convention internationale qui définit cette catégorie d'armement, l'Institut du droit international nous dit que cette catégorie renvoie à tout moyen de guerre capable de destruction massive ou qui, par leur nature, sont destinés à produire une destruction massive, ou bien encore qui ne peuvent être employés qu'à des fins de destruction massive parce que le minimum de leur effet destructeur est déjà trop grand pour qu'on puisse le restreindre à des objectifs limités. Donc ça, c'est la définition que l'on connaît dans l'analyse du droit international de cette catégorie d'armement. Et les armes nucléaires appartiennent à cette catégorie. Et j'en veux pour preuve une résolution qui avait été adoptée dès 1946 par l'Assemblée générale des Nations unies à propos de la mise en place de propositions en vue d'éliminer des armements nationaux, les armes atomiques à l'époque, et toute autre arme importante permettant des destructions massives. Donc on a un lien très direct qui est fait entre l'arme atomique, ici en 1946, et les armes de destruction massive. Aujourd'hui, dans cette catégorie des armes de destruction massive, on trouve également les armes bactériologiques, les armes biologiques ou les armes chimiques à côté des armes nucléaires. Alors, quel régime général le droit international prévoit pour l'emploi ou la menace de l'emploi des armes nucléaires? Est-ce qu'il existe finalement une norme d'interdiction de l'arme nucléaire qui permettrait de faciliter peut-être le débat juridique? On pourrait renvoyer à l'existence de cette norme et les juristes fermeraient la discussion en évoquant le fait qu'il y ait une illicéité de principe à la menace ou à l'emploi de l'arme nucléaire. Alors malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, puisque je n'ai pas ici d'objectifs moraux en qualité de juriste, mais la question a été posée et la réponse qui a été proposée par la Cour internationale de justice à cette question a soulevé un certain nombre de discussions et a obligé à faire quelques distinctions sur la façon dont on pouvait percevoir cette thématique.
La Cour internationale de justice, a été saisie par l'Assemblée générale des Nations unies en 1994 d'une question qui pouvait paraître assez simple. Est-il permis en droit international de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires en toutes circonstances? Voilà la question qui est posée à la Cour en 1994. Et elle répond dans un avis qui est assez célèbre maintenant, à l'unanimité de ses juges, que ni le droit international coutumier, ni le droit international conventionnel n'autorisent spécifiquement la menace ou l'emploi d'armes nucléaires. Ça, c'est le premier constat qui est dressé par la Cour. Et elle nous dit également, à 11 voix contre 3, que ni le droit international coutumier, ni le droit international conventionnel ne comportent pour autant d'interdiction complète et universelle de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires en tant que telles. Ce qui signifie que la Cour a identifié dans son analyse une hypothèse licite de menace ou d'emploi d'armes nucléaires et qui aurait lieu dans une situation extrêmement spécifique, qui est celle de la légitime défense, dans laquelle la survie même de l'État est en jeu. Et il y aurait donc un emploi licite de l'arme nucléaire dans ce type de circonstances. Toutefois, ce type de circonstance est extrêmement réduit et apparaît comme une situation complètement exceptionnelle, puisque quand je reprends les termes de ce que dit la Cour, on parle d'une situation extrême de légitime défense dans laquelle la survie même de l'État est en jeu. Donc, on voit bien qu'il y a certainement ici, avec ce qui pouvait être évoqué dans la présentation d'Adrien Chu et aussi du colonel Colcombé, il y a aussi une nécessité de confronter les possibilités d'application à la réalité de ce que la Cour internationale de justice a pu évoquer, cette circonstance exceptionnelle dans laquelle la survie même de l'État est en jeu. Ce qu'on constate aussi dans l'avis de la Cour, c'est qu'il y a un rappel, et ce rappel, à mon avis, il fait il fait sens parce qu'il est connecté à l'actualité de la gestion de la prolifération des armes nucléaires qu'on évoquera dans la deuxième partie de ce webinaire. La Cour rappelle à l'unanimité qu'il existe dans le droit international une obligation de poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire dans tous ses aspects, sous un contrôle international strict et efficace. Et en fait, la Cour ici renvoie simplement à l'article 6 du traité de non-prolifération adopté en 1968, qui impose aux États de mener une coopération en vue d'un désarmement nucléaire complet. Et c'était une des raisons d'être aussi de ce traité, qui avait à l'origine une vocation provisoire, puisque cette obligation, par nature, est provisoire, puisqu'elle va disparaître dès lors que les États seront parvenus à l'obtention de cet accord. Et je le verrai un peu plus tard, cette obligation de désarmement, elle a encore été évoquée dans une autre sollicitation de la Cour, au milieu des années 2010, cette fois-ci par les îles Marshall, lorsque les îles Marshall ont saisi la Cour internationale de justice de la question de l'emploi ou de la menace de l'emploi contre les États qui sont dotés de l'arme nucléaire. Alors ça, c'est l'état général du droit international sur la question de la menace ou de l'emploi de l'arme nucléaire. Néanmoins, il faut aussi évoquer brièvement, parce que je ne veux pas dévorer le temps de ce webinaire, il faut évoquer aussi brièvement la question du traitement par le droit du désarmement et de la maîtrise des armements de l'arme nucléaire, puisqu'on trouve beaucoup de normes internationales dans ce domaine. Et je m'arrêterai simplement sur quelques exemples de traités qui ont pour objectif de limiter les armes nucléaires stratégiques, de réduire les arsenaux, ou bien de toucher les questions d'essais nucléaires, et évidemment, le traité dont on parlera, je pense, en deuxième partie, le traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été adopté en 2017. Un ensemble de normes internationales, et des normes internationales qui connaissent une actualité qui est assez délicate, puisqu'on est dans un contexte de déconstruction de l'architecture de ce qu'on appelle l'arms control, c'est-à-dire les normes internationales qui ont pour finalité d'organiser
la maîtrise des armements, la limitation, la réduction et aussi, pour partie, le désarmement. Et dans ce contexte-là, je souhaiterais simplement évoquer un exemple tiré de l'actualité, puisque en 2023, le président Poutine a annoncé la suspension de sa participation à l'accord START, hein, l'accord START numéro 3, qui avait pour vocation de réduire, lui aussi, euh, le- les armes nucléaires stratégiques à travers trois obligations principales, des obligations qui touchent euh, les ogives, c'est-à-dire les dispositifs explosifs, les vecteurs, c'est-à-dire les systèmes qui peuvent amener les ogives sur leur cible, et enfin les lanceurs qui permettent de projeter les vecteurs. Et donc dans l'accord START, on avait des dispositifs qui avaient pour objectif de geler un état de la situation, de réduire un petit peu les vecteurs, mais principalement de geler les deux types de technologies que j'évoquais au préalable. Et cet accord enfin, le président Poutine a annoncé la suspension de sa participation. Cette suspension ne signifie pas un retrait, mais elle signifie simplement qu'il ne l'applique plus et qu'il n'en réclame plus le respect, ce qui lui offre la possibilité de sortir des obligations de gel qui étaient prévues par cet accord. Le motif pour lequel la participation de la Fédération de Russie a été suspendue, eh bien, il est lié évidemment aux événements en Ukraine, mais aussi aux dispositions qui prévoyaient des mécanismes de vérification dans cet accord New Start. Et la vérification dans un contexte d'escalade des tensions était extrêmement difficile à envisager. Cette vérification se matérialisait par quoi? Eh bien, par des visites sur site d'inspecteurs. C'était assez difficile pour la Fédération de Russie et en face, évidemment, aussi les États-Unis, d'ouvrir leurs installations à des inspecteurs pour vérifier que les, euh, les obligations de l'accord étaient bien respectées. Donc c'est la raison pour laquelle, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles cet accord a été suspendu. Et c'est un point assez central du droit international de la maîtrise des armements et du désarmement, la question de la vérification, puisque c'est un moyen de garantir la confiance et c'est un moyen d'assurer aux dispositifs conventionnels applicables une effectivité certaine sur, enfin, à l'égard des objectifs que les États Monsieur ont. Ancelin, je vais devoir vous demander d'arriver à la conclusion. C'est parfait alors. Donc c'est bon pour vous, désolée, je vous ai Non, vous coupé avez alors raison, que vous vous avez étiez raison. sur la fin. Donc nous allons passer tout de suite à la deuxième partie avec Madame Héloïse Fayet, à qui je passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci pour l'Université de Bordeaux d'avoir organisé ce séminaire et puis Adrien de m'avoir convié et puis à Clémence pour l'organisation. Alors effectivement, je vais avoir une vision un petit peu plus d'actualité, on va dire, sur la dissuasion en m'intéressant spécifiquement au cas de la Russie et de l'Ukraine, dont on a déjà parlé évidemment depuis le début de ce webinaire. Alors pourquoi ce cas particulier? Eh bien déjà parce que il y a eu tout simplement un regain d'intérêt pour la dissuasion nucléaire depuis février 2022 et notamment depuis la fin février où quelques jours après l'invasion par la Russie de l'Ukraine, le président Poutine a annoncé la mise en alerte de ses forces de dissuasion, donc une expression qui a rempli son objectif en cela qu'elle a fait peur à de nombreux Occidentaux et c'était évidemment l'objectif recherché par Vladimir Poutine et depuis la fin février 2022, donc depuis un peu plus de 2 ans, on voit se succéder une série, de déclarations, plus ou moins belliqueuses, sur le nucléaire en Ukraine, que ce soit, une possible utilisation, d'une arme nucléaire en Ukraine ou, tout simplement des exercices et donc je consacrerai ma présentation dans une première partie donc à, la doctrine, nucléaire russe et à l'état de ses arsenaux, déjà pour mettre un petit peu de contexte. Ensuite effectivement je présenterai, ce contexte spécifique, de ce qu'on appelle le signalement stratégique qui a été effectué par la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, mais aussi par d'autres États dotés de l'arme nucléaire, notamment la France et les États-Unis.
Et puis, je conclurai ma présentation, sur, disons, les conséquences effectivement, spécifiques, de ce qui se passe actuellement en Ukraine et en Russie, sur en fait le futur de la dissuasion et puis la maîtrise des armements. Puis on aura une vision un petit peu plus, globale, de la maîtrise des armements et des crises de prolifération dans une seconde partie. Alors tout d'abord, la doctrine nucléaire russe et l'arsenal nucléaire russe. Comme cela a été déjà annoncé, la Russie a l'arsenal peut-être le plus, volumineux au monde, avec près de 6 000 têtes nucléaires, à peu près à égalité avec les États-Unis, même si une grande partie, de ces armes nucléaires, sont en réalité soit en cours de démantèlement ou, ne sont pas déployées sur le terrain. On estime en réalité que la Russie dispose d'environ 1 600 têtes stratégiques déployées, c'est-à-dire des têtes nucléaires qui sont concrètement, mises, sur des missiles balistiques intercontinentaux ou des bombardiers stratégiques. Donc ces missiles interbalistiques continentaux peuvent être eux-mêmes soit dans des silos, donc ce sont des missiles sol-sol, ou dans des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc des missiles mer-sol. Et puis il y a également quelques innovations technologiques dont la Russie est friande, comme des torpilles nucléaires, à propulsion nucléaire et à tête nucléaire, ou d'autres inventions sur lesquelles on pourra revenir éventuellement dans les questions. Donc un arsenal, assez diversifié, mais qui est encore, contrôlé, on va dire, maîtrisé sur le plan, numérique par, le traité, New START. Donc effectivement, la Russie a suspendu sa participation au traité, mais le président Poutine a affirmé que pour le moment, il maintenait en fait la limite haute, d'environ 1 600 têtes stratégiques. Alors est-ce que c'est pour montrer sa bonne foi ou est-ce que c'est simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité actuelle de fabriquer, de nouvelles têtes nucléaires, vu la situation industrielle dans laquelle est le pays, le débat évidemment le débat existe. Et puis du côté, de la doctrine de dissuasion russe, c'est une doctrine qui est relativement claire et qui est publique. C'est-à-dire que la dernière version de cette, doctrine de dissuasion date de 2020. Elle a été, publiée, dans un décret et elle liste 4 cas d'usage, de l'arme nucléaire possible, notamment donc en cas, d'attaque conventionnelle de grande ampleur contre le territoire russe, en cas d'attaque conventionnelle sur, le système de commandement et de contrôle, de l'arsenal nucléaire russe, évidemment en cas, d'attaque, nucléaire contre le territoire russe. Et puis il y a aussi, une formule un petit peu plus floue, qui est celle d'atteinte, à l'intégrité de l'État, qui a parfois été interprétée comme une atteinte à l'intégrité territoriale de l'État. Or, on se rend compte que ce sont 2 choses différentes et cela explique notamment pourquoi les attaques ukrainiennes contre le territoire russe, avec notamment certaines attaques par drone ou par missile sur la ville de Belgorod, n'ont en réalité pas suscité de réponse nucléaire, tout simplement parce que cela ne met pas en danger en fait l'intégrité de l'État et cela ne porte pas non plus atteinte aux intérêts vitaux russes, même si le concept d'intérêts vitaux dans la dissuasion russe est légèrement différent de celui de la conception française des intérêts vitaux russes. Donc une doctrine en réalité, relativement claire, une doctrine basée sur la défense et qui donc peut se rapprocher un petit peu des autres doctrines, occidentales, donc notamment la doctrine américaine, la doctrine française ou la doctrine britannique, mais qui se distingue de la doctrine chinoise qui, elle, est basée sur un non-emploi en premier de l'arme nucléaire. Alors, comment est-ce que ça s'intègre, dans, le cas ukrainien? Eh bien, pour le moment, on voit bien qu'aucun des cas d'usage, de l'arme nucléaire prévus par la doctrine russe, ne rentre en réalité dans, le cas de la guerre en Ukraine qui, selon, l'appareil militaire russe, est en fait une guerre, limitée, enfin une guerre locale et dans la doctrine de dissuasion russe, le rôle des armes nucléaires dans une guerre locale est justement celui d'empêcher l'escalade, vers une guerre régionale, voire une guerre mondiale. Cela peut donc inclure, les menaces, que l'on voit effectivement depuis février 2022
qui peuvent être plutôt interprétés comme un rappel de la dissuasion russe et un rappel en fait des lignes rouges, entre guillemets, que ni l'Ukraine ni d'autres pays, notamment l'OTAN, ne devraient franchir, sinon ils pourraient s'exposer à des représailles nucléaires. On voit donc que le risque en fait d'utilisation, d'une arme nucléaire en Ukraine est relativement faible, que ce soit une arme nucléaire tactique, donc une arme nucléaire entre guillemets «de faible puissance», même si en réalité les armes nucléaires dites tactiques, qui sont actuellement en dotation, dans l'arsenal nucléaire russe sont plusieurs fois supérieures, enfin leur puissance est plusieurs fois supérieure à celle d'Hiroshima. Donc elles n'ont en fait de tactique que le cas d'usage, c'est-à-dire un cas d'usage un peu pensé sur le plan du champ de bataille, et donc pas du tout, en fait, en fonction, de la puissance. Et aussi un risque évidemment restreint d'usage de l'arme nucléaire en Ukraine, parce que déjà ça romprait évidemment, le tabou nucléaire autour, de son emploi. Et rappelons que fort heureusement, aucune arme nucléaire n'a été employée dans le monde depuis, le 9 août 1945. Et également, cela positionnerait la Russie dans un contexte de violation du traité de non-prolifération nucléaire, dont elle est signataire, évidemment, parce qu'il existe des garanties de sécurité dans le traité de non-prolifération nucléaire qui interdisent à un État doté de l'arme nucléaire d'employer l'arme nucléaire contre un État qui n'en est pas doté, tout simplement parce qu'en fait, cet État ne peut pas avoir le même rapport de dissuasion vis-à-vis d'un État doté. Et puis évidemment, il faut se rappeler aussi que la Russie, fait partie, du P5, c'est-à-dire, des, 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies et donc ce format, le format P5, oblige, c'est un processus notamment sur la stabilité stratégique qui est en cours depuis plusieurs années et qui permet à ces 5 États, donc la France, le Royaume-Uni, la Chine, les États-Unis et la Russie, de maintenir un dialogue justement sur la stabilité stratégique, sur la dissuasion, sur la non-prolifération, et cela en dépit de la guerre en Ukraine. Et donc on voit même que depuis février 2022, il y a eu plusieurs réunions au format soit entre chercheurs, mais aussi en format officiel, donc c'est-à-dire entre, entre personnels, par exemple, de différents ministères des Affaires étrangères ou ministère de la Défense, afin d'échanger, sur, en fait, voilà, les questions de stabilité stratégique et tout cela concourt à, maintenir, en fait, un risque, d'utilisation, de l'arme nucléaire en Ukraine relativement bas. En revanche, effectivement, on voit bien que la Russie continue ses actions de signalement stratégique, donc que ce soit avec le maintien d'exercices incluant des forces nucléaires, comme l'exercice Grom, ou que ce soit en maintenant des tirs de missiles balistiques, évidemment sans charge nucléaire, tout comme la France aussi a maintenu des tirs de qualification de son missile M51 tiré depuis un SNLE, ou a maintenu également les exercices Poker et donc tout cela, en fait, vise à maintenir une dialectique, de la dissuasion, là aussi pour éviter que le conflit n'escalade, notamment à l'OTAN. Donc la question que l'on se pose souvent, c'est: est-ce que la dissuasion nucléaire a échoué ou non vis-à-vis de la guerre en Ukraine? Moi, je dirais que la dissuasion conventionnelle a potentiellement échoué, mais la dissuasion nucléaire, pour le moment, n'a pas échoué, car, l'OTAN, qui est une alliance nucléaire, n'a pas été touchée sur son territoire. Mais effectivement, l'Ukraine qui, rappelons-le, ne bénéficie pas des garanties de sécurité de l'OTAN et ne bénéficie pas non plus, des garanties de sécurité de l'Union européenne, elle, l'a été, mais pour l'instant la dissuasion nucléaire fonctionne encore dans ce cas. Merci beaucoup pour, cette intervention. Donc, là, tout de suite, nous allons repasser à Adrien Chu, pour la suite de cette deuxième partie. Oui, merci. Je voulais juste évoquer rapidement en fait la question aujourd'hui de la Chine qui voit son arsenal croître de manière extrêmement importante ces dernières années et on a des prévisions qui annoncent une croissance continue et même quasiment exponentielle de l'arsenal chinois dans les prochaines années, ce qui a un certain nombre de répercussions d'ores et déjà. Alors en fait, la Chine pendant très longtemps avait une attitude qui est un petit peu semblable à celle de la France, c'est-à-dire avec un arsenal nucléaire qu'elle
laissé à un niveau relativement bas, ou en tout cas en comparaison avec l'arsenal nucléaire américain et l'arsenal russe. On était à grosso modo 200 têtes nucléaires dans l'arsenal chinois au milieu des années 2000. On a eu une augmentation progressive qui a porté aujourd'hui la taille de l'arsenal nucléaire chinois à peu près 400. C'est difficile de savoir précisément parce qu'on a une transparence relativement faible de la part des officiels chinois sur l'arsenal nucléaire. On estime aujourd'hui, en source ouverte, qu'on est à peu près à 400, entre 400 et 450 têtes nucléaires dans l'arsenal chinois. Néanmoins, donc, ça correspond à un doublement de la taille de l'arsenal chinois en l'espace d'une dizaine d'années déjà. Et on a un certain nombre de déclarations de la part de sources qui sont des sources issues des services de renseignement américains qui annoncent pour les prochaines années une augmentation encore plus importante de la taille de l'arsenal chinois, puisque les dernières évolutions qui sont annoncées par le ministère de la Défense aux États-Unis porteraient l'arsenal chinois à 1500 têtes nucléaires en 2035, et donc à un niveau qui serait proche du nombre de têtes nucléaires déployées par les États-Unis et la Russie, déployées, mais comme ça a été précisé tout à l'heure, les États-Unis et la Russie conservent par ailleurs des têtes qui ne sont pas déployées, qui sont en réserve, quasiment 2000 têtes nucléaires en réserve dans les deux cas, et puis en complément des têtes qui sont en attente de démantèlement, mais qui pour certaines peuvent encore être fonctionnelles. Donc la Chine pourrait rattraper d'une certaine manière les États-Unis et la Russie en termes de nombre de têtes nucléaires déployées par ces deux États, mais ne rattraperait pas la taille globale de l'arsenal nucléaire américain et russe, qui est d'à peu près 6000 têtes, un petit peu moins de 6000 têtes pour les deux. Évidemment, c'est des sources, donc, comme je vous le disais, qui viennent des services de renseignement américains, donc, qui doivent être questionnées, d'autant plus que les services de renseignement américains ont plusieurs fois prédit ces dernières années un accroissement de l'arsenal chinois plus conséquent qu'il n'a eu lieu en réalité. Donc, c'est possible qu'on est là encore face à des prédictions qui ne se réalisent pas. Néanmoins, il y a un certain nombre d'indices qui laissent penser qu'on va effectivement avoir une trajectoire de croissance et de croissance forte de l'arsenal chinois dans les prochaines années. Comme je vous l'ai dit, on a déjà eu un doublement de la taille de cet arsenal chinois au cours des 10 dernières années. On a par ailleurs découvert à l'été 2021, et ça a été découvert par des chercheurs en source ouverte à partir d'analyses d'images satellitaires, la construction en Chine de plusieurs champs de missiles en silo, 3 champs différents qui contiennent plus d'une centaine de missiles, enfin de silos pour des missiles, et donc qui permettraient d'augmenter de manière extrêmement importante la taille de l'arsenal balistique chinois, du nombre de missiles que la Chine, du nombre de missiles terrestres que la Chine déploierait. On a une trajectoire qui est donc croissante, qui correspond par ailleurs à des ambitions énoncées par la Chine en termes d'augmentation de ses capacités militaires, en termes de stature sur la scène internationale. Donc, même si ce chiffre de 1500 têtes nucléaires d'ici 2035 est à prendre avec des pincettes, disons que la trajectoire d'une croissance de l'arsenal chinois est probablement l'hypothèse la plus crédible aujourd'hui. On verra jusqu'où ça mène cet arsenal chinois. Toujours est-il que ça ouvre la perspective d'une rupture, puisque pour la première fois depuis 1945, on va se trouver dans une situation de multipolarité nucléaire. Jusqu'à présent, on a eu 2 grandes puissances nucléaires, les États-Unis, l'Union soviétique, puis la Russie, qui à eux deux représentaient à peu près 90%, aujourd'hui encore à peu près 90% de l'arsenal nucléaire mondial. Eh bien, un troisième acteur va émerger comme grande puissance, la Chine, ce qui change les dynamiques, puisque la maîtrise des armements, telle qu'on l'a évoqué, elle s'est développée essentiellement dans un cadre bilatéral américano-soviétique puis américano-russe, et la question d'une ouverture de ces négociations à la Chine, aujourd'hui se pose avec des difficultés à passer évidemment d'un dialogue bilatéral à un dialogue qui pourrait être trilatéral ou autre. Il faut voir les modalités. Par ailleurs, au-delà de ces enjeux, les États-Unis commencent à réagir. Les États-Unis, donc, pour la première fois, vont faire face à 2 grandes puissances nucléaires. Jusqu'à présent, ils ont construit, modelé leur arsenal nucléaire sur l'hypothèse d'un rival extrêmement important et puis d'autres petites puissances, mais secondaires. Et aujourd'hui, on voit émerger un discours du côté des États-Unis qui consiste à mettre en avant cette menace chinoise et mettre en avant la nécessité pour les États-Unis désormais de faire face à 2 grandes puissances nucléaires et donc de redimensionner leur arsenal nucléaire de manière à faire face à ces 2 puissances.
On a eu un rapport qui a été produit en octobre dernier par une commission qui avait été désignée par le Congrès, qui appelle ouvertement à une augmentation de la taille de l'arsenal nucléaire américain, ce qui serait donc une inversion complète de la tendance qui prédomine depuis grosso modo le milieu des années 80 et qui a conduit à une réduction drastique du nombre d'armes nucléaires aujourd'hui. On est passé d'à peu près 70 000 têtes nucléaires dans le monde en 1985 à peu près, on va être autour de 12-13 000 aujourd'hui. Donc on a eu une réduction constante depuis le milieu des années 80. Cette phase de réduction, elle est sur le point de s'arrêter, elle est sur le point de s'inverser. On va probablement avoir une croissance donc renouvelée des armes nucléaires sur la scène internationale. L'administration Biden, quant à elle, a déclaré qu'elle ne voyait pour l'instant pas de nécessité à augmenter la taille de son arsenal nucléaire, mais évidemment, une autre administration, et notamment une administration républicaine, pourrait avoir une position différente sur la question. Et si les États-Unis venaient à décider de réaugmenter la taille de leur arsenal nucléaire, ils pourraient réaliser ça, entre guillemets, à moindre coût et relativement rapidement, puisqu'ils ont aujourd'hui, comme on le disait, un nombre important de têtes en réserve qui pourraient être sorties, qui pourraient être déployées. Ils ont des missiles en réserve qui pourraient être sortis et qui pourraient être déployés. Pour prendre un seul exemple, par rapport à la composante terrestre de la dissuasion américaine, les États-Unis aujourd'hui ont 400 missiles balistiques à portée intercontinentale tirés depuis le sol. Ils pourraient en déployer 450 au maximum, donc ça leur laisse une marge d'augmentation de 50. Et ces missiles aujourd'hui ne portent qu'une seule tête nucléaire. Or, c'est des missiles qui ont la capacité d'être mirvés. Le mirvage, c'est une technique qui consiste à mettre plusieurs têtes nucléaires sur un seul missile, chacune des têtes nucléaires étant capable de prendre une cible différente une fois lancée. Et donc, les missiles actuellement déployés par les États-Unis peuvent accueillir 3 têtes nucléaires maximum. Donc, les États-Unis pourraient relativement facilement augmenter effectivement la taille de leur arsenal déployé en augmentant le nombre de têtes basées sur ces missiles. Et donc, on passerait évidemment outre les limites du traité New START qui est en vigueur jusqu'en 2026, ce qui pose là encore de nouvelles questions pour le devenir de la maîtrise des armes. Merci beaucoup, Adrien. Donc, la parole est de nouveau à Madame Héloïse Fayet. Oui, avec une magnifique transition effectivement de la part d'Adrien sur la maîtrise des armements. Oui, je voulais revenir effectivement sur les conséquences, que ce soit de la guerre en Ukraine, mais aussi, on va dire, du regain des tensions géopolitiques dans le monde, sur la maîtrise des armements au sens large, avec, disons, je dirais 3 cas d'école. Donc déjà, le traité de non-prolifération nucléaire, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, donc le TIS, et puis aussi un petit cas rapide sur l'Iran et le JCPOA, même si on n'est pas sur un cas de prolifération pour le moment nucléaire avéré. Alors tout d'abord, le traité de non-prolifération nucléaire, pour l'instant, on va dire, tient le coup, mais on a observé à l'été 2022, donc lors de la conférence de réexamen du traité de non-prolifération nucléaire, donc une conférence qui a lieu normalement tous les 5 ans, devait avoir lieu en 2020 et qui a été décalée à 2022 à cause du Covid. On a observé qu'il n'y avait pas eu de consensus à la fin de cette conférence de réexamen, notamment du fait d'un vocabulaire qui n'était pas accepté par la Russie, étant donné que le document de consensus, disons, mettait en valeur, ou plutôt mettait en garde contre les actions de la Russie autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Et donc, on a vu notamment cette immixtion du nucléaire civil, donc dans les difficultés relatives à l'adoption d'un traité d'un consensus autour de la REFCON de 2022. Parce que rappelons que le TNP concerne aussi l'énergie nucléaire civile, étant donné qu'il est censé faciliter aux pays qui renoncent à développer un arsenal nucléaire, en échange du coup d'une aide au développement d'une énergie nucléaire civile. On voit aussi évidemment, un regain du discours proliférant, notamment dû au fait que, des armes nucléaires soviétiques étaient stockées sur le territoire ukrainien au temps, de l'URSS, et cela, jusqu'en 1994. Et donc on a vu, notamment, certains pays candidats
à la prolifération, par exemple au Moyen-Orient ou en Asie de l'Est, et puis aussi évidemment en Ukraine, affirmant que si l'Ukraine avait conservé les armes nucléaires soviétiques stockées sur le sol ukrainien, alors elle ne serait pas dans la situation actuelle. Et donc, la solution pour se protéger, d'un ennemi, d'un gros ennemi doté de l'arme nucléaire assez menaçant, donc ça peut être la Russie, mais aussi éventuellement la Chine, c'est en fait se doter aussi d'armes nucléaires ou de solliciter des garanties de sécurité nucléaire solides, de la part d'un allié, donc par exemple de la part des États-Unis ou de la part de l'OTAN. Alors c'est quelque chose qui tient plus du narratif et du discours, déjà parce que heureusement, développer un programme d'armes nucléaires, ce n'est pas si facile que ça, et aussi, parce que tout simplement parce que les armes nucléaires soviétiques qui étaient stockées sur le territoire ukrainien n'auraient en réalité probablement pas pu être transférées à l'État ukrainien, déjà pour des raisons, de prolifération et aussi, parce que les infrastructures et le système de command and control, n'étaient pas adéquats. Mais on voit donc globalement, en fait, une fragilisation, du régime de non-prolifération. Là aussi, tout simplement parce que, la croyance en le TNP et notamment son article 6 peut être remise en question par le fait que les pays, dotés, ne diminuent pas leurs arsenaux actuellement. Ensuite, très rapidement sur le TIS, donc on a vu aussi la Russie dératifier le TIS, mais en rester signataire, donc une invention, juridique assez intéressante. Là aussi pour se mettre tout simplement, selon eux, à parité avec les États-Unis qui sont signataires du TIS mais ne l'ont pas ratifié. Donc là aussi, on voit vraiment un jeu normatif, de la Russie autour des normes internationales et en particulier, des normes liées à la prolifération, nucléaire et au nucléaire en général. Fort heureusement, la Russie conserve les installations, physiques liées à la surveillance des essais nucléaires, sur son sol et reste aussi partie à un moratoire au niveau des 5 pays, enfin du P5 qui là aussi interdit, les essais nucléaires. Mais en réalité, elle se prépare potentiellement à un nouvel essai si jamais la Russie enfin les États-Unis ou la Chine en commettaient un avant. Et puis enfin très rapidement sur le cas iranien et le JCPOA. Donc on a vu évidemment en 2018, la dénonciation du JCPOA par les États-Unis, une tentative, enfin des tentatives depuis 2021 pour revenir au JCPOA, mais un manque de confiance, de l'Iran envers les États-Unis qui en fait ne peuvent pas garantir qu'une future administration restera partie à une sorte de JCPOA, numé bis. Et puis aussi là, l'irruption de la guerre en Ukraine dans, le processus, de retour à un DCPOA, tout simplement du fait des liens grandissants entre la Russie et l'Iran. On sait que l'Iran a fourni des drones et potentiellement, des missiles balistiques, à la Russie pour un emploi en Ukraine et de ce fait, il est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, pour, les États-Unis et les pays occidentaux de négocier soit avec l'Iran ou voire dans un format, le format du JCPOA qui, rappelons, intégrait, aussi, la Russie et donc on voit bien, que la guerre en Ukraine a en fait des conséquences et des ramifications sur des dimensions qui sont beaucoup plus larges qu'une guerre locale, donc notamment sur la maîtrise des armements. Merci beaucoup et pour conclure ces interventions, avant de passer aux questions, je repasse la parole à Monsieur Julien Ancelin. Merci. Alors, je rebondis aussi sur ce qui a été évoqué. Je parlerai brièvement du TNP sous l'angle de l'article 6 qui était déjà évoqué par Madame Fayet à l'instant. Simplement pour rappeler que dans le traité de non-prolifération, cette disposition engage les États à poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire et les engage également sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. Cette obligation, qui a été adoptée en 68, on trouve un certain nombre d'échos à son application et on trouve un écho particulier dans le contexte d'un nouvel arrêt. Alors là, cette fois-ci, c'est un arrêt, ce n'était pas un avis, mais un arrêt de la Cour internationale de justice
dans l'affaire que j'évoquais tout à l'heure, qui était introduite par les îles Marshall, un arrêt relatif aux exceptions préliminaires. Alors, c'est un arrêt qui est préalable à la procédure au fond, qui analyse les exceptions préliminaires que les parties peuvent opposer à la compétence de la Cour ou à la recevabilité de la requête. Et la CIJ a retenu une de ces exceptions, considérant qu'elle n'était pas compétente pour pouvoir trancher le différend qui lui était opposé en raison d'une absence de différend, ou en tout cas d'un critère subjectif sur la nature du différend qui a été ajouté ici dans la jurisprudence de la Cour. Il est à noter que cette décision et l'acceptation de cette exception préliminaire aboutissant à son incompétence a été adoptée uniquement grâce à la voix prépondérante du président de la Cour. Il y avait un partage complet au sein de la Cour. C'était un résultat de 8 votes contre 8. Et c'est uniquement la voix prépondérante du président qui a fait basculer la décision et qui a abouti donc à l'acceptation de cette incompétence, enfin de cette exception préliminaire d'incompétence. Toutefois, ce qu'on constate à la lecture de cet arrêt et surtout aussi à la lecture des opinions qui ont été émises par les juges qui composaient la Cour, et en particulier une opinion dissidente qui a été émise par Mohamed Bedjaoui, que je citais en introduction. Alors là, Mohamed Bedjaoui n'était plus le président de la Cour internationale de justice, il était simplement juge dans cette affaire. Et l'opinion dissidente nous rappelle que, et c'est les termes de Mohamed Bedjaoui, s'il est vrai que l'article 6 n'a pas fixé d'échéance, cela ne signifie pas pour autant que cette disposition s'accommode d'une négociation indéfiniment ouverte et sans aboutissement. Et donc cette obligation de poursuivre de bonne foi une négociation qui doit aboutir à un désarmement nucléaire général et complet, eh bien, elle ne peut pas être considérée comme étant respectée dès lors que on a une négociation qui n'aboutit pas. Ici, il y a véritablement un enjeu d'aller au terme de cet engagement qui a été pris, puisque le TNP, à l'origine, avait été adopté dans un contexte spécifique d'un accord qui était limité dans la durée. Limité dans la durée pour que les États non dotés de l'arme nucléaire aient foi en quelque sorte dans l'architecture de la non-prolifération et dans cet engagement que les États dotés prenaient de négocier de bonne foi. Un engagement qui devait aboutir. Ça n'a toujours pas abouti. Dernier élément peut-être en termes de prospective et d'actualité de la question, c'est le traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui est connu sous l'acronyme TIAN et qui aujourd'hui est en vigueur depuis le 22 janvier 2021. 69 États l'ont ratifié, 93 États en sont signataires, donc c'est un volume particulièrement conséquent. Alors, au sein des États parties, on ne retrouve pas les États dotés de l'arme nucléaire. Néanmoins, il y a un suivi très attentif de la part des États dotés de l'arme nucléaire à l'endroit de cet engagement. C'est une convention internationale qui produit des obligations internationales qui ont une ambition certaine. Le champ matériel du traité sur l'interdiction, qui est fixé notamment à l'article 1, est très étendu. Il vise l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, de l'acquisition, de la possession, du stockage, etc., des armes nucléaires. Donc on a vraiment un accord qui a une ambition matérielle forte. Et il prévoit également des dispositions sur l'élimination des armes nucléaires, mais aussi sur l'assistance aux victimes et à la réhabilitation de l'environnement. Donc il y a tout un ensemble d'obligations qui ont vocation à réaliser l'objectif qui est fixé pour le TIAN. Dans cet accord, et ce que moi je trouve assez intéressant de constater, c'est que on a ici en fait une démarche d'universalisation qui est engagée, qui ne produit pas d'effet encore aujourd'hui, et on peut s'interroger sur la capacité de cet accord à pouvoir produire des effets universels,
tant qu'il n'y aura pas une volonté de la part des États dotés de s'engager dans l'exécution de l'article 6 du TNP. Néanmoins, on a ici une réponse idéologique à l'idéologie de la dissuasion. Et on a un armement idéologique qui est produit grâce à cet accord, avec un discours qui répond à un autre discours. Et je cite très simplement un extrait des travaux de suivi, hein, des conférences qui sont organisées dans le cadre de l'application de cet accord, et qui nous dit, notamment pour les membres, pour les États partis au TIAN, que la perpétuation et la mise en œuvre de la dissuasion nucléaire, dans les concepts, les doctrines et les politiques militaires et de sécurité, non seulement érodent et contredisent la non-prolifération, mais entravent également les progrès vers le désarmement nucléaire. Donc on voit bien ici qu'il y a la construction d'un discours, on est dans un autre narratif qui doit être analysé, qui doit être étudié, surtout quand on constate le volume des États partis à cet accord. Voilà ce que je voulais dire brièvement. Je ne dépasse pas, enfin j'espère ne pas dépasser le timing. Non, vous êtes pile poil en termes de timing. Merci beaucoup. Donc, merci à tous pour vos interventions. Nous avons énormément de questions. Je peux déjà vous dire que nous ne pourrons pas du tout répondre à toutes ces questions. Donc, vu qu'il faut bien en choisir une pour commencer, je vous propose celle-ci. Pensez-vous que les missiles hypersoniques constituent des ruptures technologiques et stratégiques comme vecteurs d'armes nucléaires? S'agit-il seulement de propagande de la part des pays détenteurs? Moi, je veux bien essayer de répondre à cette question chez le collègue Combel. Je me permets parce que j'ai fait mon mémoire de fin d'études au Collège de défense de l'OTAN il y a juste avant le déclenchement de la crise ukrainienne, précisément sur ce sujet. Donc la question est extrêmement intéressante. Ok. Et effectivement, moi j'avais été très intrigué juste avant le déclenchement de. Maintenant sur aujourd'hui, à quoi ça nous sert d'avoir des armes hypersoniques? Est-ce que ça va changer la donne en termes de dissuasion? Eh bien non. C'est simplement la théorie universelle, elle s'applique également dans le cadre des armes nucléaires, du glaive et du bouclier. Pour que notre dissuasion soit crédible, eh bien il faut que nous soyons capables de percer le bouclier de l'adversaire et de lui démontrer que nous pourrons percer le bouclier de l'adversaire. Et donc c'est juste une question de bouclier. Comme les adversaires potentiels, les gens que les uns et les autres nous cherchons à dissuader, se dotent de systèmes de plus en plus performants en termes de défense, hein, les systèmes de défense antimissiles, ce qu'on appelle l'A2AD, les systèmes, on entend parler des S-400, si vous regardez un petit peu les actualités militaires en Ukraine, eh bien ces systèmes-là sont de plus en plus performants et donc pour les percer, il faut des missiles de plus en plus performants et une partie de cette performance, c'est la manœuvrabilité et l'autre, c'est la vitesse. Et donc, il faut aller rechercher des armes qui sont maintenant non plus supersoniques, mais hypersoniques. Voilà. Et les missiles balistiques sont par nature, en fait, hypersoniques, puisqu'ils pénètrent environ à Mach 20. Si je peux juste me permettre d'embrayer, effectivement, pour rebondir sur le dernier point qui vient d'être mentionné. La nouveauté, elle est liée à la manœuvrabilité, elle n'est pas liée à la vitesse. La révolution de la vitesse, elle date de la fin des années 50, avec l'invention des missiles balistiques à portée intercontinentale. C'est ces missiles-là qui, comme on le disait tout à l'heure, permettent de parcourir une distance extrêmement importante de plusieurs milliers de kilomètres en l'espace de quelques dizaines de minutes à peine. Et les armes qui sont en train d'être déployées aujourd'hui, qu'on qualifie d'hypersoniques, ont en fait une spécificité supplémentaire. Elles ont cette vitesse donc, qui est supérieure à 5 fois la vitesse du son, mais elles ont comme caractéristique en plus d'être manœuvrables. Alors que les missiles balistiques ne le sont pas, très très modérément. Et donc voilà, on n'a pas de révolution par rapport à la vitesse, donc on n'a pas de contraction du temps de décision, et au contraire, ces nouvelles armes sont probablement même plus lentes que des missiles balistiques. La nouveauté, c'est que ces missiles sont à la fois extrêmement rapides et manœuvrables. Qu'est-ce que ça change par rapport à la menace que représentent les armes nucléaires? Absolument rien. Ces missiles ne viennent absolument pas bouleverser les rapports de force entre les États. En tout cas, c'est mon point de vue. Oui, oui, je suis assez d'accord avec les deux intervenants sur le côté nucléaire. En revanche, ce qu'il faut aussi noter, c'est que certains États, par exemple, la France et d'autres, vont aussi se doter, d'armes hypersoniques conventionnelles. Et ça, c'est, enfin voilà, il y a plusieurs projets qui sont en cours. Alors la France,
est prudente sur le sujet et donc il y aura des armes nucléaires hypersoniques strictement conventionnelles et des armes hypersoniques comme la SN4J strictement nucléaires, parce que la France ne produit pas d'armes duales. Par exemple, les missiles balistiques intercontinentaux sont strictement nucléaires. En revanche, pour tout ce qui est armes nucléaires armes conventionnelles hypersoniques, je pense qu'il y aura ça créera quand même, des évolutions, dans le sens où ça permettra potentiellement de cibler avec des moyens conventionnels, des cibles, par exemple des centres de décision qui auparavant n'étaient atteignables que, par des armes nucléaires et donc il y aura potentiellement une évolution sur le plan à nouveau du signalement stratégique, sur le plan de la maîtrise de l'escalade, sur le plan du durcissement des bulles A2AD et donc voilà, le sujet de l'hypersonique, c'est évidemment nucléaire, mais aussi conventionnel et donc ça rappelle également, tout ce que le colonel Colcombat avait évoqué en termes d'épaulement et d'articulation entre les forces conventionnelles et nucléaires. Merci beaucoup. Question suivante. Est-ce que la surpuissance des armes nucléaires pourrait permettre à des menaces conventionnelles ou hybrides de passer sous le parapluie de la dissuasion, les dirigeants politiques se montrant hésitants? Si je peux continuer là-dessus, justement, c'était ce sujet en Pardon, fait de l'épaulement, pardon, de l'épaulement et c'est moi qui, des non, non et de de l'articulation, mais comme le disait le colonel Colcombet, c'est qu'on ne peut pas tout dissuader avec, des armes nucléaires, que ce soit, le terrorisme ou, que ce soit effectivement des menaces conventionnelles de faible ampleur ou, des menaces de type insurrection et donc typiquement, c'est pour cela que, des investissements continus dans les forces conventionnelles sont aussi considérés comme nécessaires, par, les armées, pour réussir en fait à faire face à l'ensemble, du spectre. Parce que justement le fait d'avoir des armées conventionnelles, une force conventionnelle qui serait peut-être un petit peu trop faible, pour, faire face et pour traiter, on va dire, des menaces de moyenne intensité, pourrait impliquer un abaissement du seuil de l'emploi de l'arme nucléaire pour justement pouvoir potentiellement dissuader, voire traiter des menaces qui, si, le pays en question avait, des forces conventionnelles compétentes, l'aurait fait justement avec une dissuasion conventionnelle. Et c'est notamment la question qui se pose, pour la Russie, où on a bien vu, que les forces nucléaires russes étaient, toujours, disons, présentes avec des investissements continus et qu'elles ne sont pour l'instant pas affectées, par la guerre en Ukraine. Enfin, l'ensemble des forces stratégiques russes ne le sont pour l'instant pas, ce qui n'est évidemment pas le cas, des forces conventionnelles et donc la question se pose à la fin, de la guerre en Ukraine ou en tout cas dans quelques années, une fois qu'une solution sera trouvée, en tout cas que le conflit, sera peut-être en pause ou gelé. Dans quels états seront, les forces conventionnelles et les forces nucléaires russes? Est-ce que cela poussera à une adaptation de la doctrine russe pour faire face à plus, de menaces à l'aide, de l'arme nucléaire? Ça, c'est une question qui se pose et donc qui rappelle la nécessité, en fait, de bien réfléchir à l'articulation entre forces nucléaires et forces conventionnelles. C'est parfois quelque chose avec lequel on a un petit peu de mal en France, où on peut considérer que la dissuasion, voilà, c'est strictement nucléaire, qu'il ne faut pas de continuité. Alors c'est le cas, on ne parle pas évidemment là de riposte graduée ou d'escalade, mais en tout cas, c'est quand même une réflexion qu'il faut se poser. donc je vais passer à une autre question. Donc, c'est suite aux propos d'Adrien Chu. Vous confirmez que l'arme nucléaire ne peut distinguer entre cibles militaires et cibles civiles, alors que le monde est aujourd'hui scandalisé par le massacre de civils à Gaza. La dissuasion ne repose-t-elle donc pas sur la violation intentionnelle, veuillez m'excuser, du droit international? Alors, je pense que je laisserai Julien aussi donner son avis sur cette question, mais peut-être noter que on a une évolution dans le discours de la part de certains États, notamment des États-Unis, qui disent aujourd'hui qu'un potentiel usage des armes nucléaires respecterait le droit international humanitaire, ce qui n'était pas le cas pendant la guerre froide. Je ne suis pas certain, je ne crois pas que la France ait pris une position aussi claire. Je ne suis pas sûr que la France ait communiqué sur le fait qu'un usage de l'arme nucléaire respecterait le droit international humanitaire. Ces discours qu'on entend de la part des États dotés font écho à quelque chose que le colonel Colcombet a mentionné tout à l'heure, c'est cette idée que les États, dans leur planification militaire, auraient changé la nature des cibles. On était pendant la guerre froide, une logique de frappe anti-cité, frappe anti-population. L'objectif était de faire le plus de morts de l'autre côté. Et on aurait abandonné cette logique pour désormais cibler donc des centres de pouvoir, pourquoi pas des cibles militaires, des centres économiques, industriels.
et donc que désormais on ne prendrait plus délibérément pour cible des civils, et qu'on serait plus dans cet échange de population en fait qui sous-tendrait l'équilibre de la terreur. C'est un discours qui permet de répondre effectivement à une des critiques qui peut être formulée de la part du droit international humanitaire, qui fait écho au principe de discrimination, c'est-à-dire qu'il est interdit de prendre délibérément pour cible des civils en droit international humanitaire. Mais il y a un deuxième aspect du droit international humanitaire qui est le principe de proportionnalité, c'est-à-dire qu'une frappe n'est licite qu'à condition qu'elle ne cause pas plus de victimes civiles que ne le justifie la valeur militaire de la cible. Et je pense que là, on a toujours une interrogation quand même très forte par rapport à la licéité d'une utilisation des armes nucléaires dans un milieu qui serait un milieu urbain. Puisque même si on parle de ne pas viser délibérément pour cible des civils, on a vu, avec les illustrations que j'ai proposées tout à l'heure, une illustration de la capacité de destruction des armes nucléaires. Ça fera nécessairement des victimes collatérales, et de facto se pose la question de est-ce que le nombre de victimes collatérales civiles qui seraient causées par une attaque nucléaire est proportionné à l'enjeu poursuivi par cette frappe. Évidemment, on ne peut pas répondre dans l'absolu, ça dépend de la cible, du nombre de victimes, ça dépend de l'enjeu poursuivi. Néanmoins, voilà, quand on parle de potentiellement plusieurs dizaines de milliers de morts, plusieurs centaines de milliers de morts, évidemment, la question se pose de manière particulièrement forte. Oui, je rebondis sur ce que dit Adrien. Pour réitérer un point, c'est ce que je disais au tout début, l'arme nucléaire appartient à la catégorie des armes de destruction massive. Et en appartenant à cette catégorie, il y a un principe d'illicéité percé par nature de cette catégorie. Donc, on a nécessairement là, par l'appartenance et par la distribution normative, une illicéité de nature de cette arme. Toutefois, lorsque la question a été posée à la Cour en 1994 par l'Assemblée générale, et la façon dont la Cour a essayé de répondre à la question qui lui a été posée, en faisant un panorama de l'état du droit international pour essayer d'identifier s'il y avait ou non des éléments qui pouvaient plaider en faveur de la licéité ou de l'illicéité de la menace ou de l'emploi de l'arme nucléaire. Ce qu'on a constaté dans la réponse de la Cour, c'est qu'il y a eu une tentative sophistiquée de proposer une réponse qui essaye d'éviter de répondre frontalement à la question qui était posée, puisque sinon il y avait un trop grand risque pour la fonction judiciaire de la Cour elle-même d'être amenée à s'opposer de manière directe et immédiate à la plupart des États qui sont les membres permanents du Conseil de sécurité. Donc il y avait un vrai risque là pour la Cour de porter atteinte à sa fonction judiciaire si elle répondait directement à la question qui lui était posée. Et c'est la raison pour laquelle elle a proposé une réponse entre le licite et l'illicite, et en évoquant, sans dire que c'est licite, sans dire que c'est illicite, la circonstance spécifique de la survie de l'État. Et donc, quand on voit qu'il y a cette possibilité qui est évoquée, cette exception qui est évoquée, alors on peut envisager cette licéité. Ça peut être lu dans cette direction-là. Toutefois, et c'est là où c'est intéressant de se poser la question, lorsque l'on lit les avis qui ont été émis par les juges qui composaient la Cour au moment de l'affaire de l'avis sur la licéité de la menace ou de l'emploi de l'arme nucléaire, on voit bien qu'on est ici au cœur même de la réflexion sur les fondements du caractère obligatoire du droit international. Est-ce qu'il faut aller chercher l'expression de la volonté d'un État pour caractériser l'illicite ici, ou est-ce que les nécessités sociales et l'objectif de la société internationale, les nécessités de la société internationale, les thèses objectivistes en droit international, ne pourraient pas fonder l'existence d'une norme qui justifierait l'illicéité totale et complète de la menace ou de l'emploi de l'arme nucléaire. Il y a un débat qui est très fort, et le juge et le président Bedjaoui, à l'époque, avaient caractérisé finalement le fait qu'il y avait certainement, du côté des objectivistes, un intérêt à aller chercher des réponses à cette question. Toutefois, et c'est ce que je disais au tout début de mon intervention, l'arme nucléaire révèle tout un ensemble de tensions à l'intérieur même du droit international, et on est malgré tout face à une arme de destruction massive qui confronte directement le principe de distinction, le principe de proportionnalité et le principe de nécessité aussi, puisque on doit aussi s'interroger sur les conséquences qui peuvent être portées pour l'environnement
de l'usage potentiel de l'arme. Merci beaucoup. Est-ce qu'un autre intervenant souhaite compléter ses propos ou je poursuis sur une autre question en lien avec le droit international, l'accès aux armes? Parce que j'avais une autre question sur l'accès éventuel de l'Iran à l'arme nucléaire. N'est-il pas le danger le plus pressant dans la mesure où cela conduirait possiblement à une prolifération massive au Moyen-Orient? Point d'interrogation. Pardon. Oui, effectivement, c'est la théorie en fait des dominos, de la prolifération nucléaire en dominos qui est étudiée ici dans le cas iranien. Alors, quand on me pose les questions, ça arrive à votre avis, quel est le prochain État à avoir l'arme nucléaire? Je vois 2 réponses, potentielles. Donc effectivement l'Iran, mais à mon sens aussi, la Corée du Sud et on pourra peut-être en parler brièvement. Alors dans le cas iranien, hein, donc un court rappel, pour l'instant, l'Iran ne dispose pas déjà de l'arme nucléaire, c'est important de le rappeler, et ne dispose pas non plus d'un programme nucléaire militaire. C'est-à-dire qu'ils ont un programme nucléaire civil, certes extrêmement avancé et dont, cet avancement justement ne semble pas plus compatible avec des activités civiles, notamment de recherche et de production d'énergie, mais pour autant, on ne peut pas, distinguer enfin, c'est les renseignements américains qui le disent notamment, on ne peut pas distinguer de signes de militarisation de ce programme nucléaire, comme ça a pu être le cas avant 2003 et avant les premières révélations sur le programme nucléaire iranien. On le sait notamment du fait, enfin des inspections qui peuvent encore être menées par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui, tous les 3 mois publie un rapport, sur l'avancée du programme nucléaire iranien. Cependant, l'Iran, aujourd'hui, a la capacité en quelques jours d'assembler assez de matières fissiles, donc dans le cas de l'Iran, d'uranium hautement enrichi pour fabriquer une arme nucléaire, pour fabriquer en tout cas assez, de matière pour, vraiment avoir le cœur de la bombe. Ensuite, il faut mettre, cette matière sur un vecteur. Donc dans le cas de l'Iran, ça serait probablement un, missile balistique, de moyenne portée, qu'ensuite l'Iran pourrait envoyer sur la cible de son choix dans un rayon de 2000 kilomètres. Donc pour l'instant, comme je disais, ils peuvent en quelques jours, si la décision politique est prise, donc assembler assez de matière fissile. En revanche, le processus de militarisation, lui, pourrait prendre encore 18 mois, 2 ans et donc en fait, l'Iran n'est pas à quelques jours de l'arme nucléaire fonctionnelle, comme ça peut être compris, de temps en temps. Et surtout, comme je disais, pour le moment, on ne voit pas de signe, que l'Iran est prêt à prendre une telle décision. Cependant, plusieurs scénarios existent évidemment et peuvent être présentés parfois, par l'Iran afin de signaler en fait des sortes de lignes rouges. Donc notamment, des frappes directes, par exemple menées par Israël contre des sites nucléaires iraniens pourraient en fait «provoquer» entre guillemets l'Iran à se doter de l'arme nucléaire afin que cela ne se reproduise pas. La reprise aussi d'un programme d'assassinat ciblé de scientifiques iraniens, a été, signalée par l'Iran comme une «motivation» entre guillemets de la reprise, enfin du franchissement, du seuil nucléaire et puis aussi, par exemple, en cas, en fait, de transition de régime et disons de l'accession au pouvoir, d'un régime encore plus dur et qui pourrait se sentir menacé, par certaines puissances extérieures, alors effectivement l'Iran pourrait à ce moment-là se doter, de l'arme nucléaire. Alors évidemment, l'Arabie saoudite a été l'un des est toujours un pays qui, menace aussi de développer l'arme nucléaire si jamais, l'Iran franchit, le seuil nucléaire. Alors là aussi une notion de seuil qui est quand même assez floue de la part de l'Arabie saoudite. Mais pour le moment déjà, l'Arabie saoudite ne dispose pas des capacités scientifiques et techniques, suffisantes pour développer un programme nucléaire, domestique. Et puis surtout, on peut espérer que les États-Unis continueraient à fournir des garanties de sécurité. Alors, pour le moment, pas nucléaires, des garanties de sécurité uniquement conventionnelles, suffisantes à l'Arabie saoudite pour, entre guillemets, la dissuader, de développer un programme nucléaire militaire. Mais effectivement, le Moyen-Orient est l'une des zones potentielles de prolifération nucléaire, avec aussi, l'Asie de l'Est, notamment, si la Corée du Sud, voire le Japon,
considère que les garanties de sécurité qui sont actuellement proposées par les États-Unis ne sont à moyen terme plus suffisantes face à la menace posée par la Chine et la Corée du Nord. Peut-être si je peux rebondir par rapport Bien sûr. à l'appel du pied sur la Corée du Sud, puisqu'effectivement, c'est un sujet important et qu'on n'a pas évoqué vraiment jusqu'à présent. Et c'est une des conséquences de la guerre en Ukraine, puisqu'une des leçons qui est retirée de la guerre en Ukraine, en Corée du Sud, mais également au Japon, c'est le fait que les États-Unis, les Occidentaux, ont été dissuadés de venir à l'aide de l'Ukraine. Et que la nature de la réponse américaine et occidentale à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la nature de cette réponse, elle est profondément marquée justement par la dissuasion nucléaire russe. Le fait que les Occidentaux ne soient pas intervenus militairement directement, le fait que les Occidentaux aient dans un premier temps rechigné à envoyer certains types d'armes en Ukraine. Et donc on a un effet ici qui est très fort en fait, de la dissuasion nucléaire russe sur le comportement des Occidentaux et qui se traduit par ce qui peut être perçu comme un défaut de solidarité ou en tout cas une limitation à la manière dont cette solidarité s'exprime vis-à-vis de l'Ukraine. Et donc évidemment, quand on transpose cette situation à un possible épisode en Asie de l'Est, eh bien ces États s'interrogent. La Corée du Nord, qui aujourd'hui est dotée, qui dispose de quelques missiles capables d'atteindre la côte la côte ouest des États-Unis, est-ce que dans le cadre d'une nouvelle crise sur la péninsule coréenne, les États-Unis viendraient vraiment au secours de la Corée du Sud, au risque de se faire attaquer nucléairement par la Corée du Nord? Et donc ces incertitudes par rapport aux crédibilités de garantie de sécurité américaine amènent ces États, la Corée du Sud, le Japon, à réfléchir à la possibilité d'acquérir en propre des armes nucléaires ou possiblement d'accueillir des armes nucléaires sur leur territoire, comme ça a été le cas en Corée du Sud jusqu'en 1991. La Corée du Sud accueillait plusieurs centaines d'armes nucléaires américaines sur son territoire pendant la guerre froide. Et on a eu une prise de parole très forte du président sud-coréen il y a un an, c'était en janvier 2023, qui avait fait une première déclaration dans laquelle il avait dit le parapluie nucléaire américain n'est pas crédible, on n'y croit plus. Et puis quelques jours plus tard, qui avait enchaîné en disant on se réserve le droit, pourquoi pas, d'acquérir nous-mêmes des armes nucléaires stratégiques ou de redéployer des armes nucléaires américaines sur son territoire. Au Japon, on avait une déclaration aussi très, très forte symboliquement de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, peu avant son assassinat, qui avait appelé publiquement à la mise en place au Japon d'un système de partage nucléaire sur le modèle otanien, c'est-à-dire de prépositionnement d'armes nucléaires américaines au Japon, qui pourraient être utilisées en cas de crise par les forces militaires japonaises, elles, pas par les forces américaines. Et donc on a clairement aujourd'hui voilà, ça montait avant la guerre en Ukraine, mais la guerre en Ukraine est un facteur d'intensification de ces discours et de ces prises de position sur une possible nucléarisation de ces États en Asie de l'Est. Merci beaucoup, Adrien. Vu l'heure, je vous propose d'arrêter les échanges ici. À moins que nous ayons le temps pour une dernière petite question, peut-être. Le colonel, très rapidement. Est-ce que l'efficacité grandissante des armes anti-aériennes peut neutraliser la dissuasion par missile? Monsieur Alors, c'est une bonne question. C'est toujours la même réponse Et ça sera avec la la dernière question. Donc. avec le bouclier. Vous m'entendez là? Ouais, j'ai commencé à répondre. Donc, c'est toujours la même comment dirais-je, dialectique entre le glaive et le bouclier. Hein. Et donc, effectivement, un État qui se doterait d'une barrière étanche à toute pénétration de tout missile, eh bien, pourrait s'estimer à l'abri des manœuvres dissuasives d'un éventuel adversaire et puis donc se comporter comme il voudrait et s'en prendre aux intérêts vitaux, par exemple à nos intérêts vitaux. Bon, là, il faut se mettre dans la question de la question de la garantie. Est-ce que finalement la dissuasion nucléaire, ça fonctionne un petit peu dès lors que l'adversaire va commencer à avoir des doutes en fait sur la possibilité de se prendre, étant donné les dommages que ça peut occasionner, ne serait-ce qu'une seule tête nucléaire. Donc est-ce qu'il a eu la garantie, dès lors qu'il utilise son parapluie, que son parapluie est étanche? Ça va être compliqué. Et d'un autre côté, eh bien pour celui qui veut exercer une dissuasion sur l'adversaire, eh bien il faut que lui démontre qu'il sera capable de percer le parapluie.
Et donc, c'est pour ça que quand nous, on dimensionne notre arsenal nucléaire, eh bien, on prend en compte l'attrition d'un certain nombre de têtes nucléaires qui viendraient à être mises en échec par le système adverse, d'accord? Et surtout qu'on a deux composantes. C'est une des raisons pour lesquelles on a deux composantes. Une composante sous-marine qui fonctionne sur la base de missiles balistiques et dont la trajectoire est finalement prédictible une fois qu'on a calculé l'apogée du missile, donc on va dire une dizaine de minutes avant qu'il heurte le sol, d'accord? Et donc ça génère un système de défense particulier, et puis une force aérienne qui fonctionne d'une manière totalement différente, non prédictible, qui est basée sur un plan militaire, hein, avec la concentration des feux, la déception, etc., tout un tas de choses comme ça. Donc d'un côté, une nécessité de durcir son arsenal avec des technologies et puis de la masse, hein, notamment les technologies d'hypervélocité. Et puis de l'autre côté, pour le défenseur, pour que ça fonctionne, et c'est pour ça que nous d'ailleurs on ne le fait pas, hein, c'est une des raisons pour lesquelles on ne le fait pas, pour que ça fonctionne, il faut qu'il ait la garantie d'arrêter la totalité d'une frappe adverse. Et c'est extrêmement complexe. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup pour la réponse à cette dernière question. Donc, pour faire suite aux différents propos qui ont eu lieu, vous trouverez dans le chat une vidéo de présentation de l'Arms Control, un projet qui a été porté par Adrien Chihu et Julien Ancelin qui donc sont intervenus ce soir. Et donc, c'était la dernière question suite à ce webinaire. Donc, ce webinaire touche à sa fin. Je voulais remercier vraiment très chaleureusement les intervenants d'avoir accepté de participer ce soir, d'avoir accepté de répondre aux questions pour la qualité de leur intervention. J'espère qu'ils sont satisfaits d'avoir participé à cette action. Un grand merci au public très nombreux présents ce soir. Et je vous informe que vous pourrez retrouver les vidéos des précédentes interventions sur notre chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à nous suivre également sur nos réseaux sociaux, donc Twitter ou X et LinkedIn, pour être tenu informé de nos actions. Donc, je vais vous mettre le lien sur le chat aussi. En effet, nous allons poursuivre ces webinaires. Donc, le prochain aura lieu mi-février sur le terme de la surpopulation carcérale. Comme dit, nous l'annoncerons très prochainement sur nos réseaux sociaux. Et les intervenants seront Dominique Bruno, qui est le directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, Inda Edili Azema, qui est maître de conférence en histoire du droit et des institutions, Alexis Mila, doctorant en droit privé et sciences criminelles, et Adélaïde Moncomble, qui est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc, encore un grand merci à tous et je vais interrompre tout de suite ce webinaire. Merci et bonne soirée. Au revoir.